Bonjour à tous, bonjour Lionel, Salut Mathieu, bonjour à tous. bienvenue, bienvenue dans ce nouveau podcast Cargo Family. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc un podcast aujourd'hui avec Lionel. On va parler import-export. On a la chance d'avoir voilà, quelqu'un avec une grosse expérience, plus de 20 ans en import-export. Cargo Family, le podcast, on donne la parole aux acteurs du secteur. On a un secteur transport logistique passionnant avec des personnes, voilà, des acteurs qui innovent, qui ont des expériences de vie que je souhaitais partager. Donc, on vous donne la parole. Lionel, bienvenue. Est-ce que tu peux nous décrire, avant qu'on reprenne ton parcours, quel est ton rôle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bonne question. Je, J'aborde ma deuxième moitié de vie en partageant ce que la première m'a appris. J'ai été entrepreneur pendant 22 ans, ma première moitié de vie, et aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, toutes les méthodes, toutes les techniques, toutes les stratégies, mais aussi toutes les leçons, les erreurs tirées donc de mes échecs, de mes succès, j'en fais un programme d'accompagnement pour justement donc aider les entrepreneurs à éviter toutes ces erreurs évitables, poser les bonnes actions au bon moment, ne pas prendre des décisions hasardeuses, agir avec donc circonspection pour justement donc rendre leur activité pérenne. Mon produit aujourd'hui, si je peux parler de produit, c'est mon actif, c'est mon expérience et je la partage sans filtre. Je n'ai pas de tabou quand on parle de business, je donne les choses comme elles sont parce que fondamentalement l'entrepreneur quand il est tout seul aux commandes, ben il n'a pas besoin qu'on lui chante une chanson, il a besoin qu'on lui dise les choses comme elles sont techniquement. Donc aujourd'hui voilà un petit peu donc mon positionnement, ce que je fais de mes journées, des entrepreneurs donc des petits, des solos, des plus grands, des moyens, des entreprises qui sont pas forcément donc dans l'import-export, qui sont donc dans les activités de service, dans des activités donc de manufacturing, donc des activités de distribution, et qui sont toutes confrontées donc à cette même problématique de l'isolement donc du chef d'entreprise, donc de la solitude dans les décisions, et qui aujourd'hui n'ont pas forcément donc le recul sur ce qu'il convient de faire, indépendamment de l'expertise qu'ils peuvent avoir. Donc ce sont des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, mais qui ont besoin donc d'être accompagnés pour faire mieux, en Ok. synthèse. Écoute, moi c'est hyper clair et de toute façon je vais te poser pas mal de petites questions parce que voilà on a besoin nous effectivement de comprendre comment ça fonctionne. Ce qui est sûr c'est que on a je pense en tant qu'entrepreneur on a besoin de conseillers, on a besoin de mentors. Voilà moi j'ai créé comme peut-être comme tu as vu deux trois sociétés. C'est vrai que de temps en temps je me suis senti un peu seul donc ça forcément je valide à 120%. Moi ce qui m'intéresse aussi, on va peut-être parler de ton expérience en supply chain. En sourcing, j'ai vu sur LinkedIn pas mal de conseils sur le sourcing. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est d'aller acheter des produits à l'étranger hein, pour les importer. Je résume très globalement. Donc avant de venir à cette expérience de 22 ans, comment est-ce que toi tu mets un pied professionnel dans le monde du sourcing, de la supply, des achats? Comment ça se passe ce début? Alors, oui, je souris parce que l'histoire est intéressante. C'est pas une histoire que je raconte tout le temps, mais je la partage. J'ai commencé, j'ai quitté la Martinique en 97. Je suis natif de la Martinique. Je pars à Toulouse, je reste une année, puis je pars finir mes études en Angleterre. Je termine donc les études en Angleterre et je rentre en France, à Paris. Et là, ben, je fais comme tout le monde, je veux chercher un job. Bon, 3 mois plus tard, on m'a dit que j'étais pas fait pour ça et qu'il fallait effectivement donc que j'arrête, quoi, que je quitte. Ce que j'ai fait. Et je rencontre, avant de quitter Paris, je rencontre un Japonais dans une boutique de duty free et qui me dit et qui me pose une question, mais c'est quelque chose donc d'hallucinant, qui me pose la question. Est-ce que tu peux rentrer donc dans le magasin? Je te donne l'argent et tu achètes pour moi donc ces sacs-là. Alors on parle d'une boutique de très grande marque et moi je lui dis mais pourquoi? Et il m'explique que lui-même a sa boutique donc de distribution donc de produits de grandes marques, donc des Dolce Gabbana, Guess, Armani, Dior et compagnie à Tokyo, mais qu'il n'est pas retenu donc par les enseignes dans le réseau de distribution sélective.
Donc, il achète les surplus de collections ou les invendus de collections précédentes et il fait le déplacement 1 à 2 fois par mois pour pouvoir en Europe pour pouvoir acheter cela. Et moi je lui dis mais écoute l'argent que tu déplaces et le temps que tu perds à faire du Paris-Tokyo 1 à 2 fois par mois, je te propose un deal. Tu me payes une commission, tu me dis où aller, j'achète pour toi, et je t'organise les choses pour que tu les reçoives à Tokyo. Et banco, je suis devenu son agent. Donc j'ai mis le pied dans un métier que j'ignorais, puisque à l'époque je ne savais même pas que Diesel c'était une marque de jean. Pour moi c'est ce qu'on mettait dans le carburant de la voiture. Du coup, il m'ouvre son carnet d'adresses et pendant 6 à 8 mois, tu vas là, tu achètes pour moi tel stock, tu vas là, tu achètes pour moi tel stock. Et ça a été le début d'une aventure extraordinaire puisque j'ai construit par là un portefeuille de soldeurs, de déstockeurs, de boutiques qui font du parallèle, en m'appuyant sur son carnet d'adresses à lui. Et puis surtout, je me suis trouvé à avoir un réseau. Et ce réseau-là m'a permis de mettre un pied dans un métier que j'ignorais. Et tout a changé le jour où je suis arrivé chez un grossiste. Alors bien sûr, il faut comprendre, les Japonais, quand ils achètent des jeans, par exemple, ils achètent les tailles 28, 29, 30, 31, 32, max, pour les Mhm. hommes. Euh, Parce qu'en fait, ils taillent petit. Donc ce qui fait que les tailles en dessus et les tailles au-dessus sont des invendus. Et moi, j'arrive chez le grossiste et je lui dis, mon client me demande d'acheter ça. Et je me rends compte que, en poussant un peu la discussion et la négociation, je peux rafler tout le stock du grossiste pour le budget d'achat que mon japonais m'a confié. Donc j'ai dit banco. Je rentre à la maison le soir et mon épouse elle me dit où est la marge quoi. Et je lui dis non, j'ai pas la marge, j'ai des jeans. Elle a éclaté de rire. Donc je me suis retrouvé avec mon premier stock quoi, tu vois. Incroyable. Et là, je te parle de ça, on est en 2002, je crois. 2000, ouais, dans ces deux, attends, 2002, ouais, 2003, 2004. Enfin bref, au tout début 2003, 2004. Et là, il y a un autre élément aussi qui devient intéressant, c'est l'avènement d'Internet. Donc moi, j'ai mon stock de jeans à la maison, quoi, en fait. Et là, je me dis quoi? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais poster des annonces sur les forums. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu le stock en l'espace peut-être d'1 semaine et demie. Et là, j'ai compris un truc. J'ai compris que les boutiques un peu partout dans le monde, pas seulement mon japonais, avaient tout le même problème, celui du sourcing. Trouver de la marchandise de marque, parce que la marque fait venir, mais de les trouver de qualité, pas de contrefaçon, avec les bons produits, les bons outils. Et ils n'ont pas le temps quand ils sont dans leur boutique d'aller faire ce sourcing. Et moi, je me trouve à ce moment-là avec mon carnet d'adresses. J'ai dit jackpot, donc je me lance. Et là, j'ai créé ma première, je dirais, activité de sourceur, si je peux dire, de produits de fin de série, de grandes marques. Et je rayonnais sur toute l'Europe, principalement l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la France. J'allais enfin, et je connaissais tout le monde dans ce milieu-là. Attends, je te coupe. Quand Ce qui est incroyable quand même, Lionel, ton histoire, elle est incroyable parce que j'en ai reçu des gens, mais il y a personne qui a commencé un business aussi important grâce à une rencontre en duty free. Donc merci pour l'anecdote déjà. Je l'apprends à 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que donc toi, tout de suite, tu vois ce que tu peux construire autour. Tu gardes quand même ton client initial ou ça y est, vraiment, tu te lances à ton compte et là, tu dis, bah, je source forcément pour plusieurs clients. Ou est-ce que tu restes quand même avec le client initial? Non, mon client initial, je suis un gars fidèle, je suis un gars loyal. Donc mon client initial, je l'ai gardé. Ah, Et super. j'ai continué de lui livrer, j'ai continué Mhm. de le servir, parce qu'on avait un deal. Mais c'est qu'il est devenu, je dirais, un client presque mon chouchou, quoi, mon client privilégié, Mhm, quelqu'un mhm. qui m'a appris le métier, qui m'a mis enfin c'est son carnet d'adresse qui m'a permis de me lancer. Mais j'ai quand même développé quelque chose en parallèle. Ouais. Tu Et sais, cette chose en parallèle, je te coupe 2 petites secondes. Tu sais ce que tu as fait, c'est vraiment ce que je retrouve chez tous les entrepreneurs. En fait, tu as cerné un besoin grâce à ton client, tu lui as proposé un service, et en fait, ce besoin, bah, s'il y a un client qui l'a, il y a forcément d'autres clients qui ont ce besoin-là. Tu vois? C'est quelque chose qu'on voit évidemment, souvent chez les entrepreneurs,
et on aime bien dire ça, j'en parle avec un ami Axel Bandiaki, on est d'accord avec ça. Souvent on cherche l'idée, mais en fait c'est pas l'idée qu'il faut chercher, c'est le besoin du client. Et en fait quand tu as compris qu'il y a un besoin chez un C'est le client, bah besoin. on est assez d'accord là-dessus et c'est comme ça que ça fonctionne en général. Ben, figure-toi que sur ce coup-là, j'ai eu du flair. Parce que on arrive donc à cette époque-là, les sites de vente privée et l'Internet et les sites de vente privée. J'ai connu la première vente privée du site venteprivée.com. Ok. C'était donc le déstockage donc d'un lot donc de lingerie Le Jabi et la deuxième c'était donc une vente privée sur les jeans diesel. J'ai connu ça et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit c'est hallucinant. Les mecs ils arrivent à vendre en 3 jours, 4 jours. Mais j'avais pas compris la mécanique qui était derrière. Ce que j'avais surtout compris, c'était leurs besoins. Donc moi, je suis allé les voir et je leur dis, j'ai des stocks à vendre. Je peux vous trouver des stocks. Et là, la clé, c'est-à-dire, notre modèle économique, me disent-ils, n'est pas d'acheter de la marchandise, mais de bloquer le stock chez le fournisseur Mhm. pendant le temps de notre vente ou simplement à partir d'échantillons que l'on récolte pour faire nos photos, nos descriptions que l'on présente à nos clients, on encaisse les ventes et on vient acheter donc chez le grossiste ce qu'on a prévendu. Et là, ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à acheter des stocks en quantité intéressante pour pouvoir servir donc ces clients, ces sites de vente privée. On parle donc de Brendale, Achat VIP, Club Privé. En fait, beaucoup n'existe plus aujourd'hui, Ticketmax et autres, mais ça a commencé comme cela. Et puis, je me suis trouvé à un moment donné confronté à une réalité, c'est que c'est moi qui portais le risque, puisque j'achetais le Mhm. stock. Je viens de Eux comprendre. n'achetaient que le prévendu. Et là, je me suis dit non, 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 ça va pas aller, je vais me faire mal. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai approfondi donc la compréhension donc de leurs problématiques. C'était effectivement donc celle d'avoir donc de la marque, d'avoir aussi donc du contenu quoi en fait, hein, Mhm, c'est-à-dire mhm. photos, descriptions et autres, mais aussi d'avoir une sortie logistique. Et là, j'investis. J'ai investi pour un entrepôt. On avait 1500 mètres carrés d'entrepôt que l'on a donc à l'intérieur duquel on installe un studio photo pour que l'on soit capable donc de créer donc le contenu sur les articles. L'entrepôt était entièrement automatisé pour que l'on puisse avoir donc un taux d'erreur qui était proche donc de zéro. En fait, on arrivait à tourner à 0,45% d'erreur parce qu'on avait donc un système Amazon quoi, code barré, tout était rangé et tout était inventorié. Et puis on avait donc à l'époque on faisait les traductions. Alors bien sûr on avait standardisé le sujet des traductions parce qu'en fait une chemise ça se traduit toujours de la même façon. Le col, les manches longues ou courtes, sa couleur, etc., etc. Donc on avait donc créé donc un système de description et on avait connecté l'API de Google pour traduire et on arrivait donc à sortir ce contenu en 5 langues différentes. Et derrière, on avait aussi donc négocié donc des accords avec FedEx, UPS, qui nous permettaient donc de faire de la livraison directement au consommateur pour moins cher que la poste. Et là, en fait, si tu comprends bien, on avait créé donc une plateforme de dropshipping, de prêt-à-porter de grande marque. Ok. On avait créé Wow. une API, ouais, on avait créé une Et API montant descendant où les sites de vente privée venaient se connecter sur notre CRM pour collecter donc le contenu et une API descendante qui nous permettait de récupérer donc les contenus des commandes et les adresses des clients. c'est combien de En personnes ça, l'espace, Lionel, là? Combien de personnes là qui travaillent? Parce que là, là, d'un coup, ça prend vraiment de l'ampleur. T'as l'entrepôt, c'est en propre, c'est vraiment, c'est votre entrepôt, c'est ta société. ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, en fait, il y a eu des phases, hein. La première phase de mon salon, puis la deuxième phase, donc peut-être 6 mois plus tard, un entrepôt, donc un premier entrepôt de 100 mètres carrés, rapidement trop petit, donc je change et j'en prends un autre donc de 500 mètres carrés. Toujours rapidement trop petit, j'arrive donc à une structure d'à peu près 1500 mètres carrés. Tout ça sur un laps d'à peu près 3 ans. Et on est parti donc avec j'ai commencé donc j'avais 6 000 € donc de mes marges donc de mon client japonais que j'avais investi et 3 ans plus tard je faisais 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chapeau, hein. Waouh, On a c'est. continué. Ouais. Donc là, c'est l'aventure, ça y est, c'est lancé, ça tourne. Vous êtes en compte avec les principaux. Tu travailles toujours avec les déstockers, c'est ça qui viennent chercher donc chez toi les marchandises.
Comment tu règles ce problème tu payes le stock, mais les déstockeurs, si j'ai bien compris, te prennent que les commandes qu'ils vendent. Donc, est-ce que ça fait que tu as de la marchandise qui reste sur les bras? Comment tu gères ça? Bah en fait, non. Les déstockeurs, ce que je faisais, c'est que j'allais chez les déstockeurs et j'achetais donc des stocks en gros volume. Ok, Par exemple, ça pouvait m'arriver donc de mettre 300 000 à 400 000 euros sur un stock, par exemple. Mais les stocks que j'achetais, je m'organisais pour acheter donc des stocks très spécifiques, c'est-à-dire des stocks qui étaient e-commerce ready, c'est-à-dire pas trop donc éparpillés, mais très concentrés sur un petit nombre de références. Donc un stock idéal pour moi à l'époque, c'était peut-être 30-40 références avec l'équivalent donc de 300-400 pièces à la référence. Ça c'est idéal. Parce que je pouvais donc permettre aux sites de vente privée de se connecter simultanément pour pouvoir donc gérer donc leur vente. Les invendus, on en avait très peu au final, parce qu'on avait fini, on est arrivé à un moment donné à connecter jusqu'à 300 sites de vente privée. On avait un portefeuille donc d'à peu près 300 sites de vente privée. Donc ok, celui-là qui prend donc les petites tailles, celui-ci donc qui a une clientèle qui achète plutôt les grandes, celui-ci qui aime plutôt le bleu, les autres plutôt le doré. Et ce qui fait qu'on arrivait à avoir donc une rotation. Et le système permettait aussi aux sites qui étaient plus petits et qui se lançaient, qui avaient vraiment besoin de visibilité, de faire donc des mix. Donc pas simplement des ventes monomarques, mais des ventes multimarques. Et avec le système qu'on offrait, c'était facile, c'était idéal. Donc là-dessus, ben, je finançais cela en fonds propres, c'est-à-dire que avec le concours bancaire, je finançais les stocks, parce que les déstockeurs, eux, ils voulaient pas entendre, hein, tu le veux, tu le prends, tu le payes, tu l'achètes. ok. Et c'est un livre, en plus, tu payes au cul du camion, hein, tu prends ta marchandise et tu pars avec, quoi, en fait. Mhm. Donc, gros Donc besoin de trésorerie. J'imagine un gros besoin de trésorerie. Donc là, tu es suivi énorme par les besoin de banques. trésorerie. Ouais, 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 énorme besoin de trésorerie puisque Mhm. les banques voient tout de suite le flux que ça génère. Elles comprennent aussi donc le besoin en fonds de roulement et j'arrive donc à accumuler l'équivalent de peut-être 700, entre 600 et 700 000 euros donc de capacité donc bancaire quoi en fait. Entre billets à ordre, entre des couverts bancaires, entre crédits de campagne, qui me permettent justement donc de créer du décalage. Donc en fait le problème de cela c'est que ça consomme tellement de cash que ton Mhm. BFR il est sensible. Donc résultat des courses, puisque tu achètes comptant et tu revends comptant, certes, mais entre les deux, tu as le temps de stockage, tu as le temps de préparation. Et ça nécessite que tu sois capable de tenir jusqu'à ce que la vente se fasse et que tu récoltes derrière. Donc du coup, j'avais un BFR d'à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Et là, il fallait donc vraiment avoir donc les reins solides. Mais comme ça tournait très 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 vite, puisque la marge est dans le stock, la trésorerie est dans le stock, Mhm. mais Mhm. donc du coup, si ton stock vite, tu arrives à mettre en place donc une mécanique, je dirais, qui fait que tu ne souffres pas trop de cela. Donc du coup, avec le soutien bancaire à l'époque, je réussis à mettre ça en place. Et très rapidement, j'intéresse des gens qui sont effectivement donc qui observent cela. Et à l'époque, j'ai un logisticien italien qui lui veut faire donc la bascule vers donc le digital et le numérique, se spécialiser sur le e-commerce et qui rentre au capital. Donc il me fait une Ok, proposition, j'accepte la proposition, il rentre au capital. ok. Euh, ça aurait pu très bien se passer, ça s'est pas bien passé. Ah mince. Mais t'avais besoin, il y a juste, d'ailleurs, j'ai oublié, je t'ai posé une question tout à l'heure, j'ai ça ma tête. Combien de personnes tu gères à ce moment-là? Juste qu'on comprenne, en quelques années, t'es tout seul et vous êtes combien là à ce moment-là avant l'entrée au capital de l'italien? On arrive à ce moment-là, on est une quinzaine. Ok, On est une quinzaine. ok. Et Ouais, on est une quinzaine. tu sources, excuse-moi, tu sources en Europe, j'imagine tu sources en Asie, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes 15 personnes, tu vas sourcer des stockeurs partout dans le monde? Ou est-ce que tu as des axes où tu es vraiment meilleur ou en place? Non, en fait, sur ce type de marque, puisque je te rappelle qu'on parle quand même de Dolce Gabbana, Versace, Armani, Levi's, ce genre de choses, et qu'on est donc dans l'Union européenne. Donc, du coup, sur cela, je sourçais en Europe simplement parce que si je source des produits
de ce type de marque-là hors Europe et que je ne suis pas titulaire donc des droits de ces marques-là et que je les fais rentrer en Europe, ben je suis considéré comme un contrefacteur. Donc résultat des Ok, courses, pour cela je source en Europe ok, et ok. exclusivement en Europe. Euh, là, on est une quinzaine. J'ai donc grosso modo une répartition peut-être 6 ou 7 personnes donc dans l'administratif et une dizaine donc de personnes donc dans les ateliers. Mais comme l'entrepôt était entièrement automatisé, on arrivait donc à supporter une capacité donc on avait une capacité optimale à ce moment-là qui nous permettait de traiter entre 600 700 colis jour quoi par exemple. Ok. Ouais, non, ça, on va dire que tu as lancé vraiment t'as une belle structure qui fonctionne bien. Et donc, l'entrée au capital, c'est que tu avais envie c'était quoi, t'avais envie de t'agrandir, il y avait de la complémentarité avec cette société. Qu'est-ce qui fait que il y a quelqu'un qui te rejoint comme ça? Bah, en fait, n'oublie pas, on est quand même donc près de 20 ans en arrière et donc tout le monde veut se positionner sur l'Internet. Donc Mhm. ce logisticien à l'époque, son intérêt c'était de pouvoir mettre en place une structure qui avait donc tous les attributs pour servir les e-commerçants. Donc en rentrant au capital donc de notre boîte à l'époque, c'était pour lui donc le premier coup, je dirais, donc de la mutation de son modèle économique. On lève là, je crois qu'on lève à peu près 1 million. On met les choses en place, mais la relation dérape parce que très rapidement, leur intérêt se trouve à vouloir rapatrier donc l'activité et ça crée des conflits. J'accepte et finalement, je me trouve donc avec une structure qui est déportée, c'est-à-dire que j'ai toute ma structure de production qui se trouve donc en Italie et toute ma Mhm. structure donc commerciale et vente administrative qui se trouve donc en France. Et là, l'erreur, c'est que toute la force du business, c'était ma sensibilité sur le stock, sur la marchandise, Mhm. la maîtrise effectivement donc de l'outil. Et 2 ans plus tard, donc l'affaire a périclité, on a été obligé de déposer le bilan. Donc ça, Waouh, c'est ma première aventure qui s'arrête là. waouh, tu vois. Ouais, Alors ça ouais, va. C'est, ouais. on s'y attend pas, mais j'aime bien. Enfin, j'aime bien pour l'échange, mais ah ouais, ok. Donc tout de suite, voilà, mauvais choix de, on va dire d'investisseur. Qui fait que la société finalement perd son ADN et perd justement toi la maîtrise que tu avais. Ok. Attends, je vais devoir couper. Ok, c'est bon. J'aurai une petite coupure. Je sais pas pourquoi il se reconnecte. Je crois que j'ai mon petite info. Je te coupe. J'ai mon Wi-Fi chez moi qui a sauté ce matin. C'est toujours ça. Donc je suis en partage connexion, mais ça devrait aller. Attends. Donc c'est bon. Je reprends. Ok. Tac. Ok. Donc là, bah écoute, c'est ce qui arrive. Premier coup dur. La société dépôt de bilan. J'imagine que derrière, tu réagis, tu repars sur la même activité. Qu'est-ce que tu décides de faire? Bah, là, juste une parenthèse, dépôt de bilan, oui, et ça, c'est une première alerte que je note. Quand tu as une sensibilité à ton business, tu peux pas t'en défaire. Et ça a été donc ça a été cataclysmique et ça a été très 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 vite puisqu'en gros tu perds la main sur ta valeur ajoutée. Tu transmets ton outil de production à quelqu'un simplement sur la base donc d'une réorganisation et ça fonctionne pas toujours. Là, ça n'a pas marché. Enfin bref, peu importe. Dépôt de bilan. Je suis pas resté donc inactif bien longtemps. Je suis reparti peut-être, allez peut-être 2 mois plus tard, j'étais relancé. Hmm. Et là, je me relance dans quoi? Je me relance dans l'import-export, bien entendu. Et là, je Ok. crée une marketplace. Ah, ok. Donc Ah, là, je crée une intéressant. marketplace qui est beaucoup plus générique, je dirais, dans le sens où là, il n'y a pas donc le sujet donc de la contrainte des marques avec donc la limitation européenne. Non, là, je me positionne purement et simplement en intermédiaire, avec d'un côté une base de données de fournisseurs et de Mhm. l'autre côté, ben, une base de données d'acheteurs. Et au milieu, un service d'intermédiation. Pourquoi ça fonctionne? Ça a pris tout de suite. Pourquoi ça fonctionne? Simplement parce que à ce moment-là, donc là, 2012-14, dans ces eaux-là, euh, le travail à distance n'est pas quelque chose de coutumier. L'import-export ne se pratique pas donc de manière aussi libre que l'on peut le faire aujourd'hui. Les opérateurs n'ont pas donc la confiance.
n'ont pas non plus d'outils donc de due diligence qu'on peut avoir aujourd'hui. Et fondamentalement, ce que je vendais à ce moment-là, c'était le service d'intermédiation avec justement donc la maîtrise des flux et surtout donc la maîtrise des opérations. Donc là, marketplace, là je suis purement intermédiaire, pas de stock. Et je travaille en tant que commissionnaire à l'achat pour des acheteurs francophones qui veulent donc sourcer dans tout le reste donc du monde. Et là, on commence à avoir donc, je dirais, une activité qui prend peu à peu une orientation sur l'Afrique. Beaucoup de besoins, je dirais pas seulement en marchandises, mais aussi donc en équipements, matériaux donc divers, matériaux de construction, beaucoup d'opérations de cette nature, et puis aussi de la micro-industrie. Et on se spécialise donc dans ces éléments-là qui nous conduisent, je dirais, donc à développer au fur et à mesure des services d'ingénierie, parce que donc de l'import-export, je dirais, sur la place de marché Ok. pour la francophonie, pour la France et Mhm. progressivement donc l'Afrique. On arrive ensuite donc à des besoins qui vont être plus liés donc à des besoins d'équipement, des besoins d'organisation, des pépinières ou des coopératives qui veulent mettre en place donc des outils de production mutualisés, des promoteurs immobiliers qui ont besoin donc d'importer donc des matériaux ou alors des équipements pour fabriquer localement des matériaux. Et ben, je suis un entrepreneur, j'analyse, je comprends qu'il y a un autre besoin qui se dessine en plus de l'approvisionnement, c'est celui de l'ingénierie. Aider les gens à concevoir leurs projets pour justement donc leur permettre. En fait, c'est un peu, là, je deviens assistant à la maîtrise d'ouvrage. Ok. Entre maître d'œuvre et assistant à maîtrise d'ouvrage pour aider donc les opérateurs, les entrepreneurs donc distants à structurer un projet, à identifier donc toutes les problématiques que ce projet-là va générer, les voies de résolution de ces problématiques-là, Mhm. leur porter les solutions, les aider donc à le mettre en œuvre. Et à ce moment-là, je fais le lien donc avec l'entreprise familiale, donc celle que mon père avait créée donc une trentaine d'années plus tôt, qui était donc une société de services, une société de maîtrise d'œuvre. Et à ce moment-là, effectivement, donc il y a fusion. Ok. Et genre, je te Et coupe, Lionel, et la marketplace, là où tu faisais justement le lien, elle continue ou tu passes vraiment sur cette société de service, où tu gardes les deux activités qui sont non, peut-être liées? on réintègre, on Ok. réintègre, et Ok. on réintègre. L'entreprise familiale à ce moment-là, c'est une petite société de conseil qui a effectivement donc qui faisait à l'époque 500, 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc à ce temps-là, mais ça reste une petite société de conseil. Et donc là, il y a fusion et on pose donc justement sur la table un projet qui est beaucoup plus important, qui est celui donc de créer une vraie structure d'ingénierie qui va donc intégrer toute la notion donc de conseil, conception, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, sourcing, mise en place donc des outils pour fonctionner, donc pour livrer donc des sujets, en gros, donc livrer des solutions clés en main, quoi, en fait. C'est ce que Ça j'allais va être dire. une vraie boîte Depuis d'ingénierie je comprends, depuis intégrée. le sourcing, le projet, la création, vous faites vraiment, voilà, c'est ça, de clé en main. Ok, c'est intéressant. Tu as repris tes différentes compétences et tu les as mis bout à bout pour proposer le service au client, si je peux, si j'ai bien compris. Exact, Ok. Et exact, donc ça exact. fonctionne pareil, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Mhm. Ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on s'est mis à servir donc des donneurs d'ordre privés pour des projets donc de petite ou moyenne envergure, par exemple installer une usine de fabrication d'huile de palme en Côte d'Ivoire, une usine donc de transformation donc de la fève de cacao, puis ensuite donc la mise en place donc de toute une filière donc avicole, depuis donc l'élevage donc des poussins, la fabrication donc de l'alimentation pour donc les poules, jusqu'à effectivement donc l'abattage et puis derrière donc la transformation puis la distribution. Et ceci donc nous a progressivement donc conduit à recevoir donc des demandes qui étaient donc de plus en plus institutionnelles, simplement parce que les collectivités locales Mhm. au sein desquelles donc ces entreprises que nous accompagnons se situaient identifiaient là donc le potentiel de pouvoir créer donc une dynamique économique.
Et progressivement, donc, notre portefeuille a migré vers l'institutionnel. Les petites communes, des communes plus grandes, Mhm. des régions, des départements, des États, et Ok. particulièrement en Afrique. Ouais, on a servi donc plusieurs États, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal, dans des besoins, donc Mayotte, les Comores, dans des besoins justement donc je dirais donc de développement économique, avec justement donc toute cette, avec où on portait pas seulement l'ingénierie sur les besoins qui étaient les leurs, mais simplement à partir de leurs besoins, comment faire en sorte de créer donc de l'activité localement pour impliquer donc la population locale dans la production de richesses qu'on Ah, génial. localise. Ouais. Génial. Donc Mhm. plutôt que d'importer et plutôt que d'importer des matériaux de construction par exemple, ben en fait on fabrique sur place les matériaux et on transfère le savoir-faire aux opérateurs locaux pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre ce qu'ils ont produit sur place pour pouvoir créer donc la valeur. Donc en gros, je dirais donc une vocation aussi sociale, puisque Mhm. créer de la richesse comme ça localement influe donc sur l'emploi, influe sur la qualité de vie des gens, puisque tu crées donc du revenu local. Et ça marche Quoi. beaucoup. Et bon, ça marche au point où on se trouve à ce moment-là, je dirais donc mandaté par plusieurs gouvernements ou plusieurs départements ou régions donc dans certains territoires pour gérer donc des projets donc de plus grande ampleur. Alors là, on parle donc de programmes entiers d'aménagement ou des programmes entiers donc d'industrialisation ou de création donc d'une dynamique. Et l'immobilier, et là on est surtout en Afrique, on fait à ce moment-là près de 70% de nos activités en Afrique francophone, et quelque chose se dessine, c'est l'immobilier. Le besoin de construction est tel que bien sûr, entrepreneurs que nous sommes, on identifie là une nécessité, c'est-à-dire de se spécialiser sur l'immobilier. Ok. Mais pas pour aller dire qu'on va prendre donc nos pelles, nos pioches et nos briques pour aller bâtir, non. Mais plutôt pour pouvoir réfléchir à un outil qui nous permettrait donc de fabriquer des bâtiments, je dirais donc de manière industrielle. Donc là, on rentre, c'est un peu ce que l'on appelle de la fabrication hors site. Avec donc des usines, des micro-usines, on fabrique donc l'ossature, on fabrique donc les équipements d'habillage, de couverture, de finition. On assemble l'ensemble comme un Lego quoi en fait. Hein. Ça c'est ce qu'on appelle la fabrication hors site. Et on crée un Fab Lab, le Fab Lab de la construction. C'est un projet, je dirais, qui est complètement on est précurseur, on est un peu, on est un peu visionnaire surtout. On travaille sur l'ossature métal et on décide. En fait, tu sais, pour nous, on sait pas que c'est impossible, donc on y va et on le fait, quoi. Hein. On C'est- se dit, ça doit être possible de fabriquer des maisons. Donc on fabrique des maisons, quoi. De la même façon qu'on peut fabriquer, donc je sais pas moi, Ouais, pourquoi pas? n'importe quoi, on fabrique des maisons. Donc du coup, on décompose. J'ai deux frères qui sont ingénieurs. Mon père a Justement, une Lionel, expérience. c'était ma Ouais. question, tu vois. T'as lu dans mes pensées. C'est qui on? Tu dis on, t'es pas tout Ah seul ben sur ce projet qui est là on est énorme. donc là on est donc dans la dernière phase. La société est purement familiale. Euh, Ok. j'ai j'ai mes frères, donc ma sœur, mes frères, mon fils aîné, mes parents qui sont eux en arrière-plan, puisque en fait donc la société on l'a reprise et les parents se sont mis en arrière-plan. Mhm. Et autour de nous gravite donc le noyau familial. Et autour du noyau familial gravite à peu près une équipe donc d'une trentaine de personnes, entre 25 et 30 selon les périodes. Donc, alors je rebondis après Donc on peut travailler en famille. Tu sais, on entend beaucoup ce. Moi, bon, je bosse avec mon frère, donc moi j'ai pas de souci à comprendre ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents, qui pensent que c'est compliqué de mélanger le pro et le privé. Donc si tu pouvais me donner ton avis 2, 3 minutes là-dessus, ça m'intéresse, surtout si vous étiez plus nombreux. Ah, Mathieu, je veux pas te mentir, c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, il y a deux aspects. Comment je t'explique ça? Bon, on va faire les pour et les contre. Allez. On va commencer par on va commencer par les pour. Le pour, c'est que tu as un esprit communautaire qui est terrible.
puisqu'en fait, tu es soudé et tu as une dynamique. Tu te sens en confiance, tu te sens en sécurité. Tu as vu le film Les Affranchis où ils font tout ensemble tout le temps? Mm. Ben, on vivait comme cela. On partait en vacances ensemble, on bossait ensemble, on vivait ensemble, on faisait nos réunions de direction ensemble. Et en fait, c'était très, très, très intégré. Et ça donne un sentiment de puissance, un sentiment d'invincibilité. Tu es à l'aise, tu es en sécurité. Ça reste effectivement, donc c'est une team, mais au-delà même d'une team, c'est une armée, c'est un groupe, c'est une bande, c'est quelque chose de fort, puisqu'on était quand même à nombreux, quoi. Je crois que sur les oui, peut-être 7 ou 8 personnes donc de l'équipe, c'était des membres de la famille Mm, mm, sur la mm. trentaine. Donc ça te donne quand même un sentiment fort. Mais tu as les contres. Les contres, c'est que tu as malgré tout des niveaux d'implication différents, Mhm. des, des ambitions différentes, des visions différentes. Et quand je dis vision, vision de marché, vision de management, vision de la société, vision donc de la direction à prendre. Tu as aussi donc des personnalités différentes. Je suis je suis très à l'aise, je suis très sûr de moi. Je prends de la place. Donc naturellement, de l'autre côté, je peux avoir tendance à faire un peu d'ombre à d'autres qui peuvent être plus timorés, plus moins présents, et ça crée donc des sentiments, je dirais, donc mêlés entre jalousie et puis cet aspect-là, c'est un aspect qu'il faut garder à l'esprit. Ça se passe pas toujours bien, simplement parce que tu as des déséquilibres qui sont induits simplement par la diversité des personnalités des uns Mm, et des mm. autres qui constituent le groupe. Et Ok. pour peu que tu aies, je dirais donc des ambitions différentes, des niveaux d'ambition différentes. Moi, je suis un challenger, je suis un compétiteur, donc il faut que ça pulse, tu comprends? Mais c'est pas, On y va. c'est pas le cas de tout le monde. Donc du coup, ouais, ben, Lionel est toujours là. Ouais, en fait, ceci, oui. Ben oui, mais c'est que il faut avancer. Mais tout le monde n'est pas carriériste comme je peux l'être. Mm, mm. Certains ont juste besoin d'être là, d'avoir donc leur confort, et puis de l'autre côté, ça fonctionne sans avoir besoin d'aller comme ma grand-mère me disait que oui, je cherche toujours un diable à tuer. Je peux pas Mm, mm. rester en place, il faut que j'aille chercher quelque chose à faire. Mais ça correspond pas à tout le monde. Donc C'est vrai. il y a des pour et il y a des contre, mais au final, je te dirais que c'est tellement équilibré que bah, si c'est à refaire, je le referai. Ok. Et en plus, en tout cas, vous avancez. Dix fois, je le referai. Bon, en tout cas, vous avancez. Vous arrivez à gérer ces différents tempéraments. euh, vous vous connaissez et vous avancez en famille. Donc ça, c'est quand même top. Et la société, en tout cas, avance. Et là, ce nouveau projet de construction de maison, qui est vraiment encore différent, c'est là qu'on voit les. Je reviens un peu sur ce que disait ta grand-mère. Ça se ressent dans ton discours. À chaque fois, vous avez quelque chose qui marche, vous allez rechercher quelque chose de nouveau. Et ça me fonctionne les maisons ou vous revenez finalement sur quelque chose de plus classique. Alors là, le sujet, c'est que ce Fab Lab, donc pour ce Fab Lab de la construction, l'idée était brillante et ça a marché. Le problème, c'est que, en fait, il y avait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que on était un peu trop en avance par rapport à la prédominance de la construction traditionnelle béton-brique. Le deuxième problème, c'est que on ne maîtrisait pas forcément la totalité de je dirais donc du cycle, du process d'industrialisation, parce que ça avait été très 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 vite, surtout dans une démarche à distance. Donc du coup, on s'est trouvé là confronté, je dirais donc à beaucoup donc de contraintes liées aux réalisations sur le terrain qu'il a fallu ajuster en temps réel. Donc en gros, on s'est lancé dans quelque chose et il a fallu, donc avec beaucoup d'empirisme, et il a fallu que l'on apprenne, que l'on décortique sur place. C'est le propre de l'entrepreneur. Hein. Tu t'as pas d'idée de où tu vas. Enfin, t'as pas d'idée de comment tu vas le faire. Tu sais juste où tu veux aller et tu t'organises en chemin. Donc on l'a fait comme cela. On a eu beaucoup donc de visibilité parce qu'on a participé à ce moment-là au trophée Let's Go France organisé par PwC. Ça nous a permis donc de pouvoir démontrer donc le modèle économique, le produit, mais surtout donc la vision que l'on avait derrière.
Et là, on a commencé donc à vendre des licences. Et ces licences, donc, pour permettre à d'autres personnes de créer donc ce genre donc d'industrie dans leur territoire pour pouvoir fabriquer donc de la même façon qu'on le faisait. C'est ce qui nous a permis donc de prendre un peu de recul sur l'opérationnel et de déléguer l'opérationnel Mhm. à des tiers qui opéraient et nous on gérait justement donc tout ce qui était donc commercialisation, développement du portefeuille. Et là, et cette activité, donc tout le groupe à ce moment-là, tout le groupe avec toutes les activités confondues, donc l'import-export, l'ingénierie, l'industrie, toutes ces activités-là, on les introduit en bourse, au second marché sur Euronext. Alors attends, ça c'est quelque chose. Moi, c'est incroyable parce que c'était la première personne que je reçois qui fait. Vous faites une introduction en bourse parce que pour nous, ça Ouais. semble irréel, ça semble intouchable. Euh, comment ça se passe? C'est qu'il y a tellement de chiffre d'affaires, tellement de volume, ou est-ce que c'est euh, qu'est-ce qui fait? Comment on a trouvé? Voilà. Enfin, si tu peux nous résumer rapidement. Voilà, désolé pour le. Alors à ce moment-là, tu parles de chiffre d'affaires, à ce moment-là on fait 12, peut-être 10, 12 millions de chiffres d'affaires consolidés groupe, entre 12 et 14 millions de consolidés groupe. Et donc on est une toute petite structure, une toute petite société familiale d'une trentaine de personnes qui fait moins de 20 millions d'euros de chiffre, moins de 15 millions d'euros de chiffre. Mais compte tenu de la nature des opérations sur lesquelles on allait, qui étaient de plus en plus pour le compte de donneurs d'ordre institutionnels, euh, nous avions besoin donc de crédit. Et ce qui ne pouvait nous donner donc le plus rapidement, le plus facilement du crédit à ce moment-là, c'était la bourse. Donc on a listé l'entreprise en bourse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de la bourse, tout de suite on Mhm, va voir donc les grosses capitalisations. mhm. Si je prends le CAC 40, LVMH, Airbus et compagnie. Oui, ça c'est le premier niveau tout en haut, ce qu'on voit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs compartiments, et nous, on est rentré sur le premier compartiment, ce que l'on appelle donc Euronext Access, le marché non réglementé, où nous étions. C'est l'antichambre, je dirais, donc de la bourse. Pour que nous ayons, en fait, on a ouvert notre capital, on l'a rendu public, et ceci nous a permis donc de pouvoir bénéficier immédiatement d'une notoriété, la notoriété des marchés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu listes une boîte en bourse, tout de suite, tu changes de format de business. C'est-à-dire que avant, on était une SA, je dirais donc à capital privé, à capitaux purement privés, gérés, dirigés par nous, conseil d'administration purement familial. Et ceci, en fait, on prenait nos décisions sans tenir compte forcément de ce qui nous importait quand on prenait les décisions, quand on était effectivement donc listé. Pourquoi? Parce que déjà, tu as une obligation donc d'information. Tout ce que tu fais, tu dois le publier parce que tu as des actionnaires. Tu ouvres ton capital, tout de suite, tu as Mhm. des actionnaires. On n'a pas listé l'entreprise pour pouvoir faire la culbute, vendre des actions et tout, etc. Ça, c'est pas, on n'a pas fait ça puisque même coté en bourse, on a conservé plus de 90%, enfin 90% de notre capital Ok. était resté dans la famille. Donc du coup, c'est pas, on n'est pas allé en bourse pour lever de l'argent. On est allé en bourse pour acquérir la notoriété dont on avait besoin, pour asseoir ce que l'on faisait, parce que ce que l'on faisait était tellement divers, euh, pas toujours simple à comprendre ou à expliquer, de l'ingénierie d'affaires, depuis l'import-export jusqu'à la construction, donc avec une petite structure familiale, ça paraissait invraisemblable pour beaucoup. Donc du coup, la cotation boursière nous a permis de rendre, je dirais, donc nos affaires très 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 légitimes Mhm. et d'aller chercher donc des marchés d'un autre niveau, je dirais. Ok. C'est Et clair. donc du coup, quand tu es listé, tu as tout un lot d'obligations. Il faut donc que tu as déjà la communication, les rapports de gestion. En fait, tu bosses pour le marché, quoi. Donc ça, c'est un autre niveau de responsabilité, c'est un autre niveau de stress également, parce que en fait, ce rapport de gestion que tu dois fournir, il doit expliquer pourquoi, comment, avec Mhm. quoi. Quelle vision, et ceci de manière très détaillée, simplement pourquoi? Parce que tu as des actionnaires. Et ces actionnaires-là, tu dois leur rendre des comptes. Mhm. Donc,
Tes livres sont ouverts, tu n'es plus donc dans le secret des saints, non, tu es aujourd'hui donc place publique. Donc tout ce que tu fais fait l'objet donc d'un communiqué de presse et on publiait tout le temps sur les marchés. On informait chaque élément, chaque projet, chaque vision, chaque échec aussi faisait l'objet donc d'une communication publique. Ok. Et là, on se trouve, je dirais, donc sur une opération. Donc, on accueille à cette occasion-là donc un fonds d'investissement puisque on allait sur des opérations de plus en plus importantes, notamment en Afrique et surtout sur les programmes immobiliers qui nécessitaient donc des gros moyens qu'on n'avait pas. Donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a créé donc une structure qui permettait donc à des fonds de pouvoir participer non pas au financement de la boîte, mais au financement des projets. Mhm. Et ce nous a permis donc de pouvoir lever les fonds que l'on utilisait pour pouvoir donc dont on avait besoin pour réaliser les opérations. Sans vous diluer sur Et la les choses se société sont mère. passées Ok. C'était ça l'idée. L'idée de cette structure, assez vous peu, diluez pas comme ça. assez peu. C'est bien. Ok. Non. Et juste une question, cette légitimité que vous recherchiez en rentrant en bourse, je pense que vraiment, c'est le mot, hein. Est-ce que ça vous a vraiment ouvert les marchés que vous attendiez? Il y a vraiment ça a été un game changer dans le, Ouais. dans le business? Ok. Ouais, c'est sans appel, c'est-à-dire que du jour au lendemain, du jour au lendemain, tu te fais démarcher par les banques. Ok. Ça change pas mal de choses. Plutôt Et sympa. pourtant, oui, c'est sympa. Tu deviens personne publique. Tu es invité dans tous les cocktails, dans tous les galas. Tu changes de scope, quoi, en fait. C'est différent. C'est vraiment différent. Le niveau de stress aussi change, hein. Hmm. Parce que tu as la J'imagine. contrainte du résultat. Et tu as la contrainte du résultat tout le temps. Tu as la contrainte de la stratégie permanente. Et là, il y a de ce que je ressens. Ça, par contre, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que à ce moment-là, ton activité de patron change aussi. C'est-à-dire que tu n'es plus au contact du business. Tu t'occupes des marchés, tu t'occupes donc de la structure. En fait, tu fais de l'administratif, quoi. Tu sors. C'est la partie que j'ai le moins aimé dans ma carrière parce que euh, c'est devenu trop abstrait pour moi. Tu fais plus de la relation publique que du business, quoi, en fait. Tu laisses le business aux collaborateurs et toi-même, donc, tu te trouves à faire donc de la stratégie, de la structuration pure. C'est pas que c'est Mhm. pas intéressant. J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'est limpide, qui m'est évident. Mais je suis un commerçant aussi, tu comprends? T'es quelqu'un du terrain. T'aimes bien le terrain, ça se voit, Je ça se suis... ressent. Donc du coup, j'ai dû laisser de côté un peu cet aspect-là pour me concentrer sur l'administration du groupe. Donc on avait plusieurs filiales et ceci donc a conduit, je dirais, à un peu plus de repli par rapport donc au business pour pouvoir me concentrer donc spécifiquement sur l'administration du groupe, les opérations financières, les relations avec les investisseurs, les relations avec les marchés, puisque toutes les opérations donc que l'on faisait, il fallait donc les financer. Et au final, c'est un autre métier. Ok. Et tu sais, quand on parle, ça se voit. Quand on parle, ça se voit que ça te passionne moins que tes débuts où tu allais sourcer, aller voir. Et en fait, ça se ressent. Donc j'ai hâte de voir un peu comment ça se termine, cette aventure familiale. Déjà, combien de temps Mais ça dure? Comment ça se termine? Et est-ce qu'à un moment, tu n'avais pas cette envie, justement? Je sais pas si ça. Est-ce que tu n'as pas cette envie de repartir sur quelque chose de plus simple, plus proche des clients? Alors, oui, tu as raison, le fait d'en parler, oui, même, tu as raison, je suis un peu nostalgique de la partie commerce parce que ça, c'est fun, tu as de l'adrénaline. Mhm. De l'autre côté, tu as surtout besoin d'aspirine, mais en fait, tu comprends, c'est pas donc, mais bon, ça fait partie du jeu et je vais pas bouder mon plaisir, c'était un autre format. Et je suis ravi de l'avoir fait parce que je dirais que c'est durant cette période-là que j'ai le plus progressé en business. Parce que c'est là que j'ai appris
le dessous d'une boîte. C'est là que j'ai appris donc la notion de finance dans une boîte, les effets de levier, la stratégie pure. Il y a des choses que je ne savais pas qu'on pouvait faire simplement avec les leviers de la finance que j'ai appris grâce à ça. Donc, je dirais que c'est ça a été pour moi la meilleure école de management, de business, de stratégie que j'aurais jamais pu faire dans aucune institution donc pédagogique simplement parce que ben c'est le marché qui me l'a appris et Ouais, ça ben ça n'a pas de valeur. c'est venu aussi, j'ai l'impression que c'est venu compléter les compétences que tu avais déjà. Et j'imagine, on va y venir sur ton rôle de conseiller aujourd'hui. C'est pour ça que je comprends aujourd'hui, tu me dis, bah, je conseille autant les petits entrepreneurs que les grosses structures. Ben, je pense que c'est ce parcours-là, hyper diversifié et à un certain niveau qui te permet d'avoir toute cette technicité, je pense. En fait c'est que j'ai été plusieurs formats d'entrepreneurs donc Mhm. j'ai été salarié 3 mois dans ma vie, donc je peux pas te parler de salariat. Par contre, j'ai été plusieurs formats d'entrepreneur en 22 ans. Donc, je suis très à l'aise à discuter avec un patron simplement parce que je comprends ce qu'il dit, je comprends aussi surtout ce qu'il dit pas. Et ça simplement parce que ben, j'ai mis les mains dedans, quoi. Je suis pas juste un consultant qui est arrivé par là un jour non, j'ai mis les mains dedans à tous les niveaux. Au début, c'est moi qui portais les cartons, hein. J'allais chercher Mhm. les marchandises, c'est moi qui faisais effectivement donc les stocks. Donc du coup, j'ai pas je sais ce que c'est que d'être dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Carrément, Mais pas, carrément. mais être dedans de manière concrète, quoi. Mais bon, là, cette dernière expérience, comment elle se solde pour pouvoir Mhm. effectivement donc te raconter que tout l'ensemble. On se trouve à un moment donné donc engagé sur un très très gros programme au Ghana pour le ministère du Logement ghanéen. Et on parle donc là d'affaires en plusieurs. Je dirais, on parle donc là, on parle de volume d'argent, hein, c'est-à-dire que le volume total du programme en plusieurs centaines de millions d'euros, quoi, en fait. Et c'est très gros pour nous, c'est beaucoup trop gros pour nous, et on va chercher donc un fonds. Et pour te la faire courte, je me suis trouvé confronté à un hedge fund qui nous a purement et simplement donc monté un coup de jarnac quoi en fait et on s'est fait déposséder de nos affaires. Ça a été très 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 vite. On l'a pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Et on s'est trouvé donc du jour au lendemain, je dirais donc avec ce hedge fund qui a pris la main et on s'est fait déposséder purement et simplement. Et là donc Et, un deuxième dépôt de bilan. Et on est obligé waouh. donc de mettre fin à la. Ouais. Ça se Et ben, passe à l'été 2003. bon, là, faut être soudé, hein, dans ces moments-là. J'imagine qu'il faut, ça, c'est pas des moments, c'est pas les moments les plus faciles, hein. Alors, autant la première faillite, je m'en suis remis, mais alors, et pour moi, à la limite, c'est un épisode, quoi. C'est anecdotique. Je pars, je remonte. Là, c'était différent parce que ben, il y avait la famille qui était impliquée. Mm, mm, Euh, C'était dans on avait donc un portefeuille d'affaires on avait peut-être 5 ou 6 ans de business devant nous. Mais c'est surtout que c'est, je dirais, le manque de technique par rapport à ce qui peut être fait à ce niveau de business-là mm, qui a fait qu'on s'est obligé, quoi, en fait. Hein. Et en gros, dans le monde de la finance, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. mm. Je comprends. Et Faut là, bien garder ça. donc ça n'a pas été très réglo et ça se termine rapidement finalement à cause de ça, à cause de cette opération. Bon, Ah, euh, ouais, c'est une opération beaucoup trop grosse pour nous. Et puis mm, effectivement, donc, pardon, le fonds qui voit l'opportunité, qui vient, qui rentre, tout de suite, ça part en juridique. Quand tu rentres à ce niveau donc de juridique là, le business périclite très vite, puisqu'en fait mm, tous les efforts sont concentrés, les choses capotent. C'est des gars qui ont, je sais pas moi, 2 milliards d'actifs sous gestion enregistrés à la SEC. On n'avait pas ces épaules-là, quoi. Et ça s'est passé à l'été 2023 de manière assez brutale. En l'espace donc de 3 4 mois, on perd l'équilibre. Et là, j'accuse le coup. Là par contre, j'ai mal.
Ok. Là, par Et contre, ouais, là, ça fait c'est mal. hyper récent en plus, Et ça, 2023, donc c'est ouais. il y a à peine 2 ans. Ouais, 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 ouais. Mhm. Et là, là, je me dis, non, je m'arrête. Je m'arrête. Ça m'a tellement bousculé émotionnellement que, je te dis, je t'en parle là, Mhm. je sens que ça remonte, tu vois. Ça m'a Mhm. tellement bousculé émotionnellement que il a fallu que je fasse un break. Et là, ce qu'on fait, c'est que je prends femme et enfant et on s'isole, on déménage, on va s'installer à la campagne. Mais quand je te dis à la campagne, c'est-à-dire que on est en zone blanche, pas d'internet, le premier voisin est à 15 minutes. Et pendant 7 mois, congé sabbatique. Je veux Ok. plus entendre parler de business. Ok. Je veux plus en entendre parler. Donc du coup, bon, mais par contre, en même temps, je savais pas quoi faire. Et moi, je dis à mon épouse, et je fais quoi maintenant? Et elle me répond, ben en fait, maintenant, tu vas apprendre à faire du rien. C'est C'est pas toi ça. difficile. J'ai compris que c'était pas trop toi. C'est difficile. Tu fais du rien. Alors, tu fais du rien, premier jour, ça va. Deuxième jour, ça va. Le troisième jour, tu commences à tourner en rond, quoi, tu vois. Donc là, ben, en fait, on se lance dans l'élevage des poules. Je rénove ma maison. On crée une activité de Airbnb. En fait, je deviens manuel, quoi. J'apprends la nature. Et puis, ben, je réapprends à vivre. Je me reconnecte à ma famille. Ah, Je me reconnecte à mes enfants parce que, ça, ben, c'est intéressant. Je voulais revenir là-dessus parce que j'avais vu un de tes posts LinkedIn qui était assez mouvant et justement, alors j'imagine qu'il y avait beaucoup de déplacements dans ton activité. Tu as toujours fait du sourcing, là tu travailles avec l'Afrique. Comment, pour peut-être pour conseiller les gens qui vont nous regarder, comment est-ce que tu as réussi à concilier justement ou pas vie de famille et beaucoup de déplacements professionnels et comment tu as pu enfin rattraper ça si ça te dérange pas de nous donner quelques infos là-dessus. bon, alors là, je suis pas le meilleur. Et je te dirais purement et simplement que j'ai échoué. J'ai échoué pourquoi? Parce que mes garçons ont grandi, non pas sans moi parce que j'étais présent, mais sans moi parce que les moments importants, je ne les ai pas vécus en présence d'esprit. C'est-à-dire que quand tu es impliqué comme je l'étais dans les affaires, tu passes à côté de beaucoup de choses. Donc beaucoup de délégations à mon épouse pour ceux qui relèvent donc du foyer, de la famille. Et puis surtout, ben, en fait, tu grandis non pas avec tes enfants, mais à côté de tes enfants, ou eux Mhm. grandissent plutôt à côté de toi, quoi. Et donc du coup, ben tu as cette période là quand même qui dure ben, toute leur enfance, hein, toute leur enfance, où on se croise, Mhm. on est là. Et puis en plus, ben tu es vite irascible, tu es toujours très concentré, t'es jamais vraiment disponible. Même quand on te déconnecte pour partir en vacances, alors c'est sûr, tu as les moyens, donc tu t'offres des vacances extraordinaires, mais dans ces vacances extraordinaires, mais tu as toujours le business qui est derrière en arrière-plan, donc ce qui fait que elles sont, ça, tu es toujours, t'es jamais là, t'es Mhm. jamais là. Du Et mal à couper, du mal avec, à couper vraiment à ce niveau-là, à ce niveau de ouais, responsabilité, c'est dur de dire qu'on peut couper vraiment, c'est ça? en tout cas, moi je n'ai pas réussi. Moi je Ok. n'ai pas réussi. Euh, Parce qu'il y a aussi donc la nature qui est la mienne qui fait que ben, en fait toujours challenger, hein, comme je te dis, Mhm. je prends un combat, c'est pour le gagner, donc du coup j'y mets les moyens, et comme dit ma grand-mère, et ça ben ça fait que tu as toujours un pendant. Faut pas croire, hein, c'est pas rose tout le temps. Donc Mhm. résultat des courses, tu as toujours donc un pendant. Et quand ce sabbatique arrive en septembre 2023, je commence mon sabbatique pendant 7 mois. Ben, je redécouvre mes enfants, je redécouvre mon épouse, je redécouvre la famille, la vie de famille. Je suis présent. Et ben, là, c'est un retour aux fondamentaux. C'est un retour aux fondamentaux. Et là, je me rends compte que ben, j'ai raté l'essentiel. J'ai raté l'essentiel. Les choses se sont faites sans moi. Alors, et tu regardes et puis en fait tu analyses et à ce moment-là tu te poses beaucoup de questions. Tu te Mhm. poses beaucoup de questions. Tu refais le monde, tu refais le monde.
tu refais le monde, et puis ben tu grandis, tu mûris, tu changes, tu changes. Tu vois, Et c'est ça pour marrant, moi, ça a été c'est marrant un point de parce qu'on, repère. c'est vrai qu'on a un petit décalage des fois sur la communication. Je vais essayer de gérer ça. Donc, ce qui est marrant, c'est que, enfin non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs au moment où ils ont des moments difficiles, bah, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est la famille, c'est les amis qui t'aident à tenir. J'avais écouté le podcast, je sais pas si tu connais du CEO des City Scouts qui pareil a perdu sa boîte, enfin au Covid, une boîte exceptionnelle, ils avaient levé des millions, et il disait qu'en fait c'est sa famille qui lui a permis de rebondir, les amis. Et en fait c'est vrai qu'on oublie Bah, enfin, toujours. quand ça va vite, on a tendance pas à les oublier, euh, mais en tout cas je pense que ces 7 mois, ça t'a permis effectivement de te recentrer euh, grâce aux proches, et on va voir après que tu as pris une orientation vraiment différente, qui est peut-être moins orientée business. En général, quand on va dans le conseil, c'est plus pour l'humain que le côté commerce, enfin le côté finance. Ben, en fait, ces 7 mois-là se sont interrompus parce qu'il y a eu un événement. Et cet événement, donc, c'est mon fils qui rentre un jour donc du lycée, excité comme tout. Papa, papa, avec des copains, on veut créer une boîte, une société pour pouvoir vendre nos figurines 3D en ligne. Ils sont en cycle, ils sont au lycée, en cycle 3D. Donc ils font des figurines, des sabres laser, donc des répliques donc de pistolets, en fait toute espèce de choses. Hmm. Ouais, et on veut vendre ça. On a déjà 5 commandes. On veut créer une boîte. Est-ce que tu peux nous dire? Si tu veux, ouais, ramène tes copains à la maison. Et là, il débarque à 4. Et puis, il me passe à la question dans le salon pendant 5 heures, quoi. Et quand, à la nuit tombée, hein, jusqu'à la nuit tombée, quoi, tu vois. Et quand on finit, j'analyse, je dis, mais ah oui, d'accord, en fait, ils savent pas. Ce qui est évident pour moi Hmm, hmm. ne l'est pas pour eux. Et là, je me dis, ah oui, ok, d'accord, j'ai déclic. Parce que pendant ces 7 mois, ce qu'il faut dire, c'est que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après. Je n'avais aucune idée de la suite. Donc pour moi, ben, j'étais là dans ma campagne, j'attendais que le temps passe, quoi, tu vois. Hmm. Mais Je- aucune. les poules, c'était pas à long terme, hein. J'ai bien compris que t'allais vite changer. Oui, 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 mais bon, comme je ne savais pas quoi, tant que je ne savais pas quoi, je m'occupais des poules, quoi, tu vois. Ok. Mais la réalité, c'est... Et quand il arrive avec cette... Et ça me fait un tilt, je me dis, ah oui, ça me plaît. Ça m'a... J'ai pris un pied épouvantable à leur partager ce que je savais pour qu'ils puissent préparer leur projet. Et là, je les ai accompagnés. Et donc, du coup, ben, en fait, ça a été mes premiers clients, quoi, en Génial. fait, si je peux. Je me suis dit, d'accord. Donc, si lui, si eux, là, ben, en fait, et là, d'un coup, je me dis, mais c'est eux la nouvelle génération. C'est eux les nouveaux entrepreneurs. C'est eux qui vont faire l'économie de demain. C'est eux le business. Et ils savent pas. Mais il y en a combien comme ça qui savent pas? Donc du coup, j'arrive sur LinkedIn. On est en avril 2024. Ah, ça y est. Et là, c'est là qu'on découvre Lionel, et on découvre pour Et te. c'est là que j'arrive sur LinkedIn. Et là, j'arrive sur LinkedIn. Alors déjà, il faut comprendre, LinkedIn, c'est pas mon univers. Les réseaux sociaux, c'est pas mon délire. J'y suis réfractaire. Pour moi, c'est non, j'y vais pas. Big Brother is watching you. Donc du coup, je vais pas là, quoi. Mais n'empêche que j'arrive sur LinkedIn dans un premier temps très discret. Je Mhm. regarde, j'observe, j'analyse. Et puis c'est intéressant ça quand même. Je trouve ça vachement, je trouve ça vachement intéressant. Mais je me mets à écrire sans aucune prétention, quoi, en fait. Je me mets à écrire. Donc, moi, c'est un réseau social. Je me mets à écrire. C'était ma Mes question, premiers posts. Lionel. Ah, c'était ma Ouais. question. Je me demandais justement si tu avais eu un coaching. Il y a des gens qui se font coacher pour écrire. Non, toi, ça part. Tu dis, alors, est-ce que tu comprends qu'il faut écrire parce que ça va t'amener du business, ou est-ce que tu écris parce que tu as envie d'échanger? Alors, au début, j'ai eu plusieurs phases. Au début, mon besoin a été, donc, en gros, j'ai utilisé LinkedIn
au début comme un journal intime, comme un journal intime d'entrepreneur. Et je Mhm. me suis mis à partager mes anecdotes. Mon premier post, je me souviens, je me souviens de l'image. Je disais au revoir à ma boîte. Je lui ai dit, ben ça c'est le dernier post, c'est la dernière information que je partage de toi. Et je lui disais au revoir. Donc je tirais les rideaux. Et puis donc sur ce post-là, j'ai eu 80 likes. Je me dis, C'est oh putain, c'est sans déconner. Et ça devient grisant, quoi. Je me dis, ouais, je dis, bon, ben, je continue alors. Donc du coup, je me suis mis à écrire. Puis un autre, puis un autre. Et chaque fois, une histoire d'un vécu, quoi, d'un vécu de ce que, ben, tiens, je me souviens de ça, je me souviens de ça, je fais un post, je me souviens de ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu une première demande de podcast. Quelqu'un qui me dit, oui, on organise pour les entrepreneurs, on a un réseau, est-ce que, oui. Je dis, oui, bien sûr. Donc, je viens et je me retrouve avec peut-être une trentaine de personnes en ligne. Tu sais, je suis bavard, donc moi je vends mon pied, j'adore ça. Euh, donc, puis ensuite, je me trouve avec donc une première demande de quelqu'un. Tiens, j'ai vu vos posts sur cela. Est-ce que et là je me dis tiens ça plus l'expérience de mon fils, je me dis il y a quelque chose à faire là. Et donc je me lance avec mes méthodes à moi, celles de l'économie traditionnelle, ce que j'appelle de l'ancien monde, quoi, en fait. Et je me rends compte que ça prend pas, ça marche pas. Là, je suis dans un environnement où je me dis, ouais, en fait, pour la première fois de toute ma carrière d'entrepreneur, je tombe sur un os, quelque chose que je ne, que j'arrive pas à mater, quoi, en fait, tu comprends? Mhm. Et là, je me dis de deux choses l'une. Soit on prend ça à bras le corps et puis on y va, et on met les moyens qu'il faut, soit on quitte ça. Sauf qu'il y a, c'est que, ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement pris goût rapidement à cela que je me suis fait coacher. Et au Ok. total, j'ai dû investir à peu près, ouais, ouais, j'ai dû investir en totalité sur l'année à peu près 15 000 euros en coaching, formation, challenge, bootcamp, mastermind pour pouvoir comprendre l'outil. Ça tombait en même temps que l'IA, donc comprendre l'IA, comprendre comment intégrer les deux, donc LinkedIn plus l'IA, à mes méthodes, mes stratégies, mon expérience business de 22 ans d'entrepreneur, pour faire un cocktail d'accompagnement basé sur de l'expérience brute, sur du vécu pur. Et de là, en fait, et les choses sont parties comme cela, avec un premier client, un deuxième, une autre conférence. J'ai été invité effectivement donc à prendre la parole à Paris. Là, j'avais rencontré, c'était les entreprises du sud de la France qui m'ont accueilli, 70 entrepreneurs devant lesquels j'ai partagé ce que je suis en train de te partager là. Et puis je crée donc deux projets parallèles. Le premier 100% dédié à l'intermédiation en import-export parce que ça reste mon métier. Donc là je crée l'Import-Export Academy où je structure un programme de mentorat dédié pour transmettre ce que je sais de l'intermédiation. Comment est-ce qu'on fait de l'intermédiation à l'international? Et puis mais qui a été, je dirais, mon premier vrai projet, parce que je ne voulais pas laisser de côté ce que je savais. Donc du coup, je l'ai encapsulé, je l'ai créé, et puis en fait, ça a pris vie. Aujourd'hui, j'accompagne peut-être une quinzaine de personnes dans ce programme-là. Ok. Génial. Euh, les premiers ont déjà le résultat. Il y en a une qui a ouvert un compte auprès de la grande distribution, d'autres qui sont effectivement qui alimentent les grossistes, et des gens qui n'avaient jamais fait d'import-export au préalable. Et ça, j'ai créé ce programme-là. Et ce programme-là, en fait, je dirais, c'est une verticalité très pure. Mais je ne voulais pas m'identifier à cela parce qu'en fait, Mhm. ça restait pour moi trop restrictif. Donc autant je ne voulais pas perdre ce savoir euh, et le transmettre, autant je ne voulais pas être identifié à cela. Et à côté, j'ai ce programme d'accompagnement, ce travail de conseil que je développe et qui est mon activité principale aujourd'hui, Ok. où je me définis comme l'homme de l'ombre. Pourquoi l'homme de l'ombre?
Parce que je n'ai plus du tout envie d'être sur le devant de la scène. J'ai été sur le devant de la scène pendant 22 ans. Mais c'est surtout que pendant 22 ans, quand ce sabbatique m'a aussi permis de comprendre ce dont j'ai réellement manqué pendant ces 22 ans. Et j'ai manqué de quelqu'un, en fait, j'ai manqué de mon double, j'ai manqué Mhm. d'un moi, un alter ego. Et donc, quand j'ai bien compris ce dont j'ai manqué, je l'ai créé pour pouvoir donc offrir aux entrepreneurs actuels aujourd'hui ce dont moi j'ai manqué quand j'étais donc à leur place. Ok. Donc, C'est euh, du conseil, c'est ce qu'on appelle du mentoring, ou c'est ça, c'est tu les ouais. accompagnes à structurer, à élaborer des stratégies, j'imagine. Donc c'est vraiment ça. Et pas qu'en import-export, c'est ça que tu me disais. Tu as à la fois l'import-export académie et tu as aussi, tu Ouais, accompagnes tout type de dirigeants. C'est bien ça? Ok, c'est clair. c'est ça. Donc Ok. et aujourd'hui donc oui c'est ça. Aujourd'hui je m'épanouis donc en faisant cela. C'est pour ça que j'ai 46 ans cette année. En juillet j'aurai 46 ans. J'aborde cette deuxième moitié de vie en partageant ce que la première m'a appris. Ouais, j'aime bien ça. Je vais la citer dans un post LinkedIn. J'adore la citation de la deuxième partie de vie. Je reviens juste rapidement sur LinkedIn. Bah, moi, c'est pour ça que je t'ai invité au podcast. Je crois que je t'ai découvert il y a 4 mois, 4, 5 mois. Et en fait, moi, tout de suite, ce qui m'a interpellé, et c'est pour ça que je me demandais si tu avais été coaché, ça se ressent. En fait, moi, c'est la qualité de tes posts LinkedIn. Moi, j'ai 15 ans d'import-export. J'étais chez les transitaires. J'ai eu une société d'import. J'ai importé des produits de Bali. J'ai ouvert un centre de formation, donc je suis vraiment baigné dans ce secteur-là. Et en fait, tes posts, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était du concret. C'était pas ce qu'on appelle le bullshit LinkedIn. Non, voilà, voilà, j'ai essayé d'importer tel produit, j'ai eu tel problème, j'ai eu telle solution. Et en fait, pour les gens du métier, c'est hyper quali. Et c'est pour ça que je pense que tu as des clients, c'est que tant pis si tu as 50 likes, mais en fait, les 50 likes, c'est des gens comme moi qui connaissent le métier, qui se disent, bah, disons, Lionel, c'est hyper technique en fait ce qu'il nous partage. Donc voilà, je voulais partager avec toi. Moi, je me suis tout de suite dit bah Lionel, il m'a l'air très intéressant, faut qu'il vienne nous raconter ça. Donc je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. Et merci LinkedIn, ça comme quoi, dernière petite chose, on pense pas assez investir en soi-même. Tu nous as dit que tu avais payé entre 10 et 15 000 euros de coaching, de suivi, de bootcamp. Ça peut paraître énorme, mais en fait, investir pour soi-même, je pense que c'est de l'investissement, c'est jamais de la perte. Ben, déjà, en fait, je considère que tu es ton principal actif. Donc, si tu prends pas soin de toi, ben, c'est tant pis pour toi. Mm, mm. Mais c'est surtout que euh, j'ai compris assez rapidement que il y avait un potentiel considérable. C'est-à-dire qu'avec LinkedIn, j'ai compris qu'on peut faire du business différemment. Tu prospectes différemment, tu fidélises différemment, tu vends différemment. Et ceci, pour le maîtriser, pour le comprendre. Alors, je n'ai pas appris à faire du business avec LinkedIn. J'ai investi pour comprendre la mécanique, pour comprendre ce que c'est, pour comprendre la philosophie de l'outil, pour comprendre, pour décoder l'ensemble, pour me mettre à niveau. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, appelons un chat, je me suis considéré assez rapidement has-been. Ceux qui m'ont formé, ils avaient entre 15 et 20 ans de moins que moi. Et je suis en relation étroite et intime avec eux, et la majorité aujourd'hui sont devenus mes clients. Ah, génial. C'est- donc, Échange de bons procédés. je change de mon procédé. Et simplement pourquoi? Parce que eux jeunes sont nés donc avec et c'est évident pour eux. Mais forcément il y a des lacunes business et automatiquement je les vois, j'anticipe, je leur dis et puis de fil en aiguille ils deviennent clients et aujourd'hui donc je les accompagne. Mais personne, mais je suis dans l'ombre. J'ai pas besoin, tu comprends? Je suis en arrière-plan Mais et Lionel, ça me convient très bien. je t'ai pas dit, mais peut-être qu'on va bosser ensemble, hein. Tu sais que moi, je suis tout seul depuis pas mal de temps. J'ai pas mal d'équipes d'entrepreneurs qui tournent autour de moi, mais un peu au même niveau. Et si tu veux savoir, je réfléchissais aussi à travailler avec des mentors pour te conseiller. Mais voilà, on en reparlera en off. Mais qui sait, peut-être une collaboration ensemble, ça serait cool. Donc juste avant de clôturer le podcast, là tu m'as dit que tu accompagnes une quinzaine d'entrepreneurs, donc ça fonctionne en tout cas et ça se voit les résultats sur les réseaux. On a vu certains d'entrepreneurs qui t'ont mis en avant sur les conseils que tu avais donnés, donc ça c'est quand même top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir dans la deuxième partie de vie?
Ne pas retomber dans mes vieux travers, profiter de la vie, Ok. euh, rester accroché à mes fondamentaux, continuer de me découvrir, euh, enfin prendre mon pied, quoi. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te le souhaite. Euh, Moi, j'espère voilà, que ceux qui nous suivent, encore une fois, tu vois, ils sont peut-être une centaine, mais en tout cas, je pense qu'ils sauront, ils auront le contact de ton contact, voilà, si besoin. Moi, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu échanger vraiment sur cette 22 ans. C'est dur de résumer 22 ans en 1 heure, mais en tout cas, ça a été hyper explicite. Merci à toi. On se Mais je retrouve, de t'en toute façon, prie. on te retrouve sur LinkedIn. J'espère que tu continues à poster sur l'import-export. Alors, l'import-export, c'est une verticalité, comme je t'ai dit. Donc, Oui, je vais faire des séries. J'avais fait, par exemple, à Noël, là, le calendrier de l'avant de ouais, l'import-export, une c'est série de génial. 22 postes très, très techniques. Mais globalement, je mets donc l'import-export en avant donc sur mon profil et je crée donc je suis en train de finaliser pour cet aspect-là, pour l'import-export Academy, j'ai créé donc la page entreprise de l'import-export Academy pour me permettre donc de pouvoir développer le mentorat sous ma marque propre, donc Lionel Lucide, où on retrouve mon site donc lionellucide.com et là je développe mon personal branding pour justement donc la partie mentorat entrepreneurial. Ok, bah écoute, c'est hyper clair. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, voilà, vous pouvez contacter Lionel sur LinkedIn, hyper disponible, comme je l'ai fait. Franchement, c'était un plaisir. Donc cet épisode de Podcast Cargo Family disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube bien sûr, pardon, sur la plateforme cargofamily.com. Lionel, on se rejoint bientôt. Merci encore d'être passé. Plein de bonnes Je t'en choses et prie. on y va doucement hein, sur le business, hein. Oui, oui, oui. À bientôt, Lionel. À bientôt. Salut à toi. Merci.